Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonjour la cryptosphère, allez on débute direct avec notre Ferengi Index côté crypto qui se trouve à 77 dans l'extrême grid. Du côté des marchés US, les chiffres du chômage n'ont pas plu à tout le monde, on est passé à 44 dans la peur. Je ne vous retiens pas plus, vous pouvez enfin vous installer confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo, c'était Zap Crypto. Et aujourd'hui, on va donc s'intéresser à son wallet crypto. L'ancien président des États-Unis, on le sait, est une figure assez majeure de l'écosystème crypto, en tout cas cette année, puisqu'il est pro-Bitcoin, pro-crypto-monnaie, alors que son concurrent pour l'élection présidentielle ne l'est pas. Et donc, on a sous les yeux ce qui constitue le wallet de ce personnage public, médiatique, bref, ce personnage que absolument tout le monde connaît aujourd'hui. Et donc, on va analyser tout ça. Et donc, observons un petit peu ce qu'il y a dans le wallet. Alors, si vous connaissez pas vraiment la plateforme Arkham, c'est assez intéressant parce que ça nous permet un petit peu d'analyser ce qui se passe directement on-chain et ça nous donne du coup des analyses, hein, ça porte bien son nom, pour voir un petit peu ce qui se passe dans les wallets. Alors déjà, ce qu'on peut voir immédiatement, c'est que le wallet contient l'équivalent de 23 millions de dollars, ce qui est quand même assez intense et assez important. Alors après, ce ne sont pas des crypto-monnaies qui ont toutes été achetées par l'ancien président des États-Unis. Ce sont aussi des crypto-monnaies qui ont pu être envoyées et ça a certainement été le cas d'ailleurs du premier, le Trog, qui est un memecoin, un shitcoin qui est totalement inconnu et dont la supply a quasiment totalement été envoyée à cette adresse pour justement qu'elle soit apparente quand on étudie le wallet de ce personnage. On peut voir donc qu'il y a l'équivalent de 12 millions de dollars de Trog, donc personnellement je ne connais pas cette crypto-monnaie, je ne connais pas ce memecoin, je suppose qu'il a un rapport avec lui, avec le personnage public. Des intérêts total sur Bitcoin et les cryptos. La hausse du Bitcoin de janvier a permis une belle augmentation de l'activité. Le nombre d'adresses actives sur Bitcoin avait d'ailleurs bien augmenté. Donc c'est, vous voyez la courbe orange qu'on a ici. Et regardez, on le voit ici en janvier. On a quand même bien monté. On est passé de 800 et quelques mille adresses à pratiquement 1 million ici au niveau de mars. Par contre, dès qu'on a passé le point de mi-mars là, en orange, jusqu'à juin, et ça, on est passé de 1 million d'adresses quoi à 600 000. Donc on a quasi divisé par deux quoi. Ça c'est énorme. Et c'est ce qu'on explique ici. Voilà, le nombre d'adresses est en chute libre depuis mars. Et en restant, on est passé de 1 million à 636 000, ça fait un moins 37% au niveau des adresses actives sur Bitcoin. C'est vraiment énorme. Mais c'est pas parce que on a ça que c'est une mauvaise nouvelle. Ce qu'on explique en dessous, c'est que voilà, avec l'expérience, on voit que c'est souvent lors des périodes de désintérêt que le marché prend tout le monde à revers et explose. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose, mais qu'on voit ultra fréquemment. Et pour ceux qui sont là depuis quelques années sur Bitcoin et sur la crypto, vous en avez totalement conscience, c'est sûr et certain. Vous l'avez déjà vu pas mal de fois. En gros, qu'est-ce qui se passe? Hop, le marché il monte, tout le monde est en mode euphorie, genre mars-avril là, tout le monde était affolé. Et puis après, ça peut redevenir très plat, très mou pendant quelques mois, comme on a eu durant avril, mai et juin. Et en fait, du coup, on a un désintérêt global qui est en train de se faire. Et c'est dans ce moment-là que Bitcoin, hop, il consolide, puis d'un coup il repète, il pète très fort. Et en fait, les gens, au bout de 2-3 mois de range un peu chiant et tout, ils commencent déjà à oublier que on est en lancée de bull run et qu'on va avoir l'euphorie qui va revenir. Et en fait, ce qui est assez traite, c'est que ça revient très très vite. En fait, on s'y attend pas vraiment, mais en quelques jours, quelques semaines, hop, ça repart. Donc voilà, c'est intéressant. Est-ce que ça viendra maintenant ou dans quelques mois? Ça c'est encore une autre question. Mais c'est vrai que plus on avance vers cette baisse-là, vers ce désintérêt-là, plus en général on se rapproche de la future euphorie. Troisième news ce matin, l'ETF Ethereum Spot prendra un certain temps d'après Gary. Ah non Gary, non, faut pas dire ça, ça ne fait pas plaisir. Hein. Donc Gary Gensler, hein, le président de la SEC, hein, de la SEC, des gendarmes financiers, hein, des valeurs de security, et Jim Cramer, hein, avec son émission de Mag Bidule, se sont retrouvés, les deux anciens de Morgan Stanley. Ah là là, la vieille époque, hein, où on tradait autour d'un café à des millions, des centaines de millions. Ah là là, bon. Et donc, ils ont critiqué sévèrement le marché des cryptos durant une émission télévisée sur CNBC. Oh, ils sont pas gentils, voilà. Et donc, lors d'une prise des paroles durant l'émission en question, hein, l'émission de Jim Cramer, on a Gary qui a d'ailleurs rappelé qu'il avait travaillé dans le passé chez Goldman Sachs, histoire de remettre un peu son CV. Moi, je suis pas un rigolo, il travaille chez Goldman Sachs. En même temps que Jim Cramer, ils étaient là tous les deux. Oui, on était chez Goldman Sachs, on est trop intelligents, on est trop forts. Bon. Et donc, ça explique aussi pourquoi ils sont tous les deux aussi anti-crypto. Peut-être chez Goldman Sachs, j'en sais rien, peut-être qu'ils leur lavent, j'en sais rien ce qu'ils font. Bon. Et donc, après avoir écumé les sujets économiques du moment, puis les ETF Ethereum, où Gary a glissé, ça va prendre un certain temps. Ah, ça, c'est pas beau d'entendre ça, malheureusement. On a Jim Cramer qui a finalement décidé de tacler un petit peu les cryptos, si tu veux, en glissant. Donc, Gary, j'ai une question.
Polkadot, Cardano, Cosmos, Immutable, Ronin, Bank Osmosis, SushiSwap, My Neighbor Alice, hein, et tous ces petits alcools exotiques. Ces cryptos représentent des millions et des millions de dollars. Plutôt des milliards, hein, c'était à la page, Jim. Bon, alors je le demande, devrions-nous avoir un ETF SushiSwap? Cela représente des millions, non des milliards, idiot, des Gary. Devrons-nous avoir des produits comme ça? Voilà de comment il parle. Bon, et donc Gary, qui était content de cette question, il se dit, oui, allez Jim, oui. Écoutez, Jim, sans préjuger de quiconque, hein, bien sûr, ces jetons que vous citez, ou n'importe quelle crypto d'ailleurs, ne vous donnent pas les informations nécessaires et indispensables dont vous avez besoin pour prendre des bonnes décisions en tant qu'investisseur et surtout comme la loi le demande. C'est un concept simple du marché financier, Jim, oui. La 5 dont je suis président, qui aura 90 ans ce jour-ci, l'âge de Joe Biden, a été créée par le président Roosevelt, paix à son âme, pour que les investisseurs puissent avoir les informations nécessaires et la transparence indispensable. Or, le marché crypto ne vous donne pas cette transparence indispensable. Puis Gary, chaud bouillant, tu vois, il enchaîne, parce que là, il est avec son pote, tu vois, Jim, il enchaîne. Les échanges, comme ici le agresseur, sont régulés pour éviter la fraude et la manipulation, mais surtout, ces acteurs-là ne prennent pas de dispositions contre leurs clients. Or, les cryptos, Jim, font des choses que l'on n'autoriserait jamais, comme trader contre les utilisateurs, Jim. Il y a eu des banqueroutes dans le secteur crypto. Imaginez-vous que certains des leaders de l'industrie sont en prison ou sur le point de l'être, voire attendent une extradition. Hashtag Stand Back Comfort, hashtag CZ, hashtag Jim Gao machin, bon, hashtag t'as compris tous les gens au placés, bon. Et donc Gary conclura cette intervention par cette déclaration en guise d'avertissement. La crypto est un champ de bataille où les investisseurs sont mal informés, d'où sa volonté d'améliorer le processus de transparence. Bon. On montre du doigt les cryptos parce que ça arrange tout le monde en fait. C'est un peu l'idée. Et donc souvent ça prend aussi cette forme-là. Vous voyez, au lendemain, si vous voulez, des attaques du Hamas en octobre dernier, et donc énorme émotion, si vous voulez, énorme émotion partout dans le monde. Le lendemain, le Wall Street Journal titre le lendemain, hein, donc vraiment au sommet du truc, quoi. Les militants, en gros, ces attaques ont été rendues possibles grâce aux cryptos. C'est ce qu'ils annoncent, quoi, parce que le Hamas a réussi à lever des millions. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que 2 semaines plus tard, le Wall Street Journal a mis un petit encadré pour démentir cette information, évidemment. Évidemment, non, mais pour démentir cette information, donc en avant-dernière page de son journal, tout simplement parce que Chainalysis l'a démontré immédiatement. Il a dit non, c'est pas du tout des millions, c'est 100 000 euros. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le Hamas, là, regardez le titre, on est en avril 2023, a demandé à tous les donateurs en Bitcoin d'arrêter de lui envoyer des bitcoins. Surtout d'arrêter de lui envoyer des bitcoins. Pourquoi ? Tout simplement parce que le bitcoin, en fait, tout le monde croit que c'est anonyme. Alors, techniquement, c'est anonyme parce qu'on a une adresse, l'adresse qui nous identifie dans l'association, c'est pas ton nom, hein, c'est pas ton adresse, c'est un hexadécimal, hein, donc une suite de chiffres et de lettres. Maintenant, les agences américaines ont tout de suite réussi à associer votre adresse publique avec des adresses IP. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes les transactions depuis le début du Bitcoin sont reliées les unes aux autres. Toutes les adresses publiques sont reliées les unes aux autres. Et comme la blockchain est transparente, ce sont des réseaux entiers qui se sont fait démanteler grâce au Bitcoin, si vous voulez, et grâce aux autres cryptos. Donc, le Hamas a dit arrêtez, parce qu'ils se faisaient tous arrêter, les mecs, déjà. Ils se faisaient tous arrêter les uns après les autres. Et surtout, ça permettait à la NSA, je pense, hein, à toutes ces agences de démanteler les réseaux entiers. Et donc, voilà, le Hamas a dit. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cryptos sont un très mauvais moyen au final. Hein. Si j'ai intitulé cette vidéo sur le sujet d'une guerre mondiale contre les crypto-monnaies, c'est parce qu'au cours des derniers jours, sur la période de fin avril, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai noté beaucoup d'éléments qui viennent pour foutre des bâtons dans les roues des cryptos. Comme par exemple là, la SEC qui accuse MetaMask d'agir en tant que courtier sans licence. Derrière MetaMask, il y a Consensus, et ils ont déposé eux-mêmes une plainte contre la SEC.
SEC. Ils ont indiqué leur intention de lancer une action en justice contre l'entreprise pour violation des lois sur les valeurs mobilières via son produit MetaMask. Consensy nie agir en tant que courtier, affirmant que son portefeuille est simplement une interface qui ne détient ni ne gère les actifs de ses clients. Mais la SEC ne l'entend pas de cette oreille. Le FBI également n'est pas très crypto-friendly, on dirait. Le FBI met en garde les Américains contre l'utilisation de services de transmission d'argent non KYC, Bitcoin et crypto. C'est la guerre. Les autorités des États-Unis lancent une offensive contre la confidentialité, ciblant les applications favorisant la confidentialité des utilisateurs. En effet, toujours sur cette période de la fin avril, les cofondateurs du Wallet Samurai ont été arrêtés pour blanchiment de 2 milliards de dollars en Bitcoin. Sur ce wallet, il y a un service de mixage de BTC qui s'appelle Wirepool. Il s'agit donc d'un mixeur. Les mixeurs de crypto-monnaies, c'est des services qui augmentent la confidentialité des transactions en mélangeant les fonds des utilisateurs entre eux. On met ça dans une boîte, on fait un boogie-boulga, on mélange tout, on secoue, on ressort le truc, on sait plus à qui c'est. Et hop, ça permet d'être confidentiel. Ce processus vise à rendre difficile le traçage des transactions individuelles sur une blockchain publique comme Bitcoin. Et donc, on a des gens qui créent des logiciels qui sont criminalisés. Ils risquent de finir en prison. 20 ans de prison pour conspiration au blanchiment d'argent et 5 ans pour exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, en ayant simplement créé des logiciels. Et en fait, c'est un petit peu comme si, moi je m'appelle Mon Bitcoin et Mon Couteau, donc c'est un bon exemple. C'est un peu comme si un fabricant de couteaux devait aller en prison parce que quelqu'un a utilisé un couteau pour faire du mal à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, si j'arrive à tuer quelqu'un avec un coton-tige, peut-être qu'il faudra mettre en prison les fabricants de coton-tige aussi. Vous avez parlé de l'ID de Palau, donc pour être vu comme un résident de Palau, avec une carte d'identité et pouvoir faire des KYC avec une carte d'identité autre qu'en Europe. Quel est l'avantage de ça? C'est que vous allez pouvoir vous inscrire, par exemple, pour la crypto-monnaie, sur des plateformes de crypto-monnaie avec des KYC qui ne sont pas européennes. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de latitude et de contrôle sur vos crypto-monnaies avant que les nouvelles lois vous volent tout ce que vous avez. Donc pour ma part, la carte est commandée, elle est en train d'arriver, elle est sur son chemin et donc je vous en dirai plus une fois que j'aurai commencé à utiliser. L'idée, c'est que en Europe, de plus en plus de plateformes de crypto vont être obligées de remonter toutes les informations au fisc de chaque pays, et donc vous n'aurez plus aucune liberté de déclaration. En ayant une carte d'identité hors Europe, vous aurez le choix dans des échanges qui ne donneront pas vos informations puisque vous n'êtes pas résident européen. En tout cas, vous n'avez pas de carte d'identité en Europe, donc vous serez au niveau du pays à Palau, ce qui fait qu'il n'y a aucune raison que les plateformes remontent des informations des gens de Palau à l'Europe. Donc vous serez beaucoup plus libre à ce niveau-là. Du coup, ce sera libre à vous de déclarer ou pas vos crypto-monnaies de ces plateformes-là au fisc de votre pays qui serait en Europe. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas du tout pour faire de la fraude fiscale. D'ailleurs, la fraude fiscale, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est eux qui la font, c'est pas nous. Si je vous racontais exactement comment ça fonctionne les impôts, qu'est-ce qui finance les pays, mais vous voudriez demain arrêter de payer vos impôts. Donc, pour tous ceux qui veulent garder une certaine liberté au niveau de leur déclaration, ce genre de carte d'identité va être une des possibilités. Après, vous avez aussi la possibilité de quitter l'Europe et d'aller dans des pays plus sympas. Du 29 au 30 juin, on organise un événement blockchain à Abidjan. On a essayé d'inviter la crème de la crème. Donc, si tu es dans les parages, je t'invite très fortement à y participer. Il y aura un hackathon gratuit. Tu peux participer même si tu n'es pas développeur parce que le hackathon se fera en équipe. Et parmi les intervenants, comme je te le répète souvent, on a vraiment essayé d'inviter la crème de la crème. Et je remercie énormément toutes les personnes qui ont accepté de venir et partager leur précieuse expertise dans le Web3 et dans la blockchain. Ça va être un événement très riche où tu pourras apprendre beaucoup de choses sur la blockchain et le Web3. Donc pour t'inscrire, c'est très très simple. Tu cliques sur le bouton s'inscrire et puis après tu seras redirigé vers un Google Form. On va le faire ensemble pour que tu puisses voir. Parce que c'est bizarre, parfois je partage les choses de manière claire en français. J'ai les mêmes questions qui reviennent en commentaire. Donc là, tu vois, tu es sur le formulaire, tu remplis ton prénom, ton nom, ton email et ton numéro de téléphone pour qu'on puisse t'envoyer le lien vers le groupe WhatsApp. Tu réponds à quelques questions, tu cliques sur envoyer et puis après c'est parti, tu pourras rejoindre l'aventure. Le procès de Do Kwon, pour faire simple, apparemment ils ont fait un settlement avec la SEC. Qu'est-ce qu'un settlement? La SEC t'attaque.
elle dit que t'avais pas le droit de faire ça, que tu le mérites ou non. D'ailleurs, où que tu sois dans le monde, hein, que tu sois en Corée, que tu sois en France, en Europe, peu importe, généralement, quand il y a un gros scandale financier, les Américains t'attaquent en disant que « Ah mais oui, mais tu t'es adressé aux utilisateurs américains. Ah mais oui, mais en fait, tu t'es adressé de près ou de loin au dollar américain. » Donc en gros, c'est nous qui vont te juger, nous qui vont décider si tu vas faire de la prison ou pas, et c'est à nous que tu vas payer une amende. Parce que nous sommes les États-Unis d'Amérique et que nous décidons comment le monde fonctionne. Tout ça pour dire que du coup, ils ont fait un settlement, ils mettent une amende de 5,3 milliards de dollars au fondateur. Je ne sais pas du tout comment il peut payer 5,3 milliards de dollars. Le mec, il a peut-être 3, 4, 500 millions. Sur cette somme, 4,7 milliards sont demandés pour restitution des bénéfices et intérêts. Il n'a pas pu générer, enfin, je sais même pas comment c'est possible. En plus de cela, 100 millions de dollars sont demandés pour sanctions personnelles et 420 millions de dollars d'amende pour l'entreprise Terraform Labs. Je ne sais pas du tout comment ils peuvent s'en sortir. Il y avait une plaidoirie prévue le 29 mai, mais ils n'ont pas été tenir la plaidoirie puisqu'apparemment la Security Exchange Commission a communiqué sur le fait qu'ils auraient trouvé un accord. Quel genre d'accord, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand on sait que CZ, l'ancien PDG de Binance, a pris 4 mois de prison pour violation des lois américaines, je sais pas du tout ce que va prendre Do Kwon, mais je pense qu'il va faire un petit peu de zonzon, les amis. Il va manger des oranges pendant un moment. Ce qui peut complètement dynamiter les marchés maintenant, parce qu'on parle des USA, c'est ce qui va se passer à 14h30. On va avoir le taux de chômage. Tout simplement, le marché veut du sang, veut des mauvaises statistiques, veut un chômage qui rebondit. Ça pourrait envoyer des bonnes ondes par rapport à une éventuelle baisse des taux aux États-Unis. C'est ce qu'on attend, on l'a eu maintenant en Europe. On devrait l'avoir aussi au UK, je pense, on suivra ça. Et il nous le faut absolument aux USA parce que les marchés financiers sont vraiment tournés sur, vous le savez, sur les USA en particulier. La nouvelle de la journée d'hier, c'était bien sûr la BCE qui s'est réunie, la BCE qui nous a annoncé ce qu'ils allaient faire. En gros, baisser les taux, on le savait, 0,25% de baisse des taux, ça s'est fait, c'est un acquis. Derrière, Madame Lagarde nous a également annoncé que pour la suite, elle n'en savait strictement rien parce que la visibilité elle est de zéro, ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils vont pouvoir faire après. Ça va être du à tâtons, on verra comment ça va se passer. Après, on peut commencer à se poser des questions. On dit ouais, ils baissent les taux juste 2 jours avant les élections européennes. Et puis, en même temps, derrière, on se dit ouais, est-ce que c'est bien raisonnable, sachant que l'inflation montrait des signes de redémarrage le mois dernier. Mais bon, on sait que la BCE sont beaucoup mieux informés que nous et qu'ils sont beaucoup plus compétents que nous. Donc, on va les laisser faire. Une chose est sûre, c'est que les taux sont partis à la baisse, que ça a soulagé le marché. Enfin, on a vu une baisse des taux en Europe. Alors bon, c'est pas encore le cas aux États-Unis, mais on est plutôt certain de l'avoir en septembre maintenant. Ça augmente toujours au niveau de certitude. Mais l'un dans l'autre, eh bien, en Europe, c'est fait. J'ai beaucoup aimé la phrase de Madame Lagarde qui a dit « Nous avons voté la baisse des taux à l'unanimité, moins une voix ». L'unanimité, moins une voix, c'est la majorité, c'est pas l'unanimité. Mais enfin bon, peut-être que je me trompe. En tous les cas, la BCE a baissé les taux. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire après, mais ça, on s'en doutait. C'est exactement le scénario qu'on attendait au niveau de la Banque Centrale Européenne hier. Alors maintenant, la grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que la baisse des taux est vraiment efficace pour continuer à faire monter les marchés? Est-ce que c'est déjà dans les prix? Est-ce qu'il va y avoir une réaction inattendue de la part des marchés boursiers? Hier, on était plutôt serein. Maintenant, il faudra voir la suite. Et la suite, bien sûr, ce sera les chiffres de l'emploi cet après-midi aux États-Unis. Alors hier, aux États-Unis, on a également eu des chiffres de l'emploi, les jobless claims, qui étaient plus forts que prévu. Donc ça veut dire plus de demandes d'indemnité chômage. On attendait 220 000 demandes, on est sorti à 229 000. Donc ça veut dire que de plus en plus de gens demandent des indemnités chômage. Donc dans le sillage des JOLTS, des ADP et des jobless claims, tous les chiffres de l'emploi qu'on a eu cette semaine, eh bien a priori, ça montre vraiment que l'emploi américain est en train de ralentir et qu'il y a des raisons de se dire que vu que ce ralentissement est en train de se mettre en place, si le chiffre de ce soir sort bien entre 125 000 et 175 000 créations d'emplois comme attendu, a priori, on devrait parier à 100% sur une baisse des taux pour le mois de septembre. Au niveau de la macroéconomie, juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui nous avons le taux de chômage de mai qui va tomber très important, 14h30, qui est vraiment ce qui est regardé par la Fed, qui est regardé par rapport à la gestion de l'inflation. Il y a 1, l'inflation, et 2, les taux de chômage avec le PIB. Donc forcément ça va avoir un impact très très fort sur la macroéconomie, et donc à côté sur Bitcoin, forcément. Avant d'entamer Bitcoin, je vous rappelle que si jamais vous voulez me soutenir, c'est gratuit, c'est simple, likez, partagez et abonnez-vous, je vous en remercie infiniment. Et on va parler de Bitcoin. Alors oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous le répète, depuis un certain temps, nous sommes dans une zone de léthargie.
léthargie qui est toujours très compliquée. Le principe est le suivant, c'est qu'il y a une perte d'intérêt. Il y a de moins en moins de personnes qui sont présentes, de moins en moins de personnes qui s'intéressent, et donc derrière, de moins en moins de demandes. Et donc, cette période de léthargie, qui est un petit peu celle qu'on a vécue ici, sont des périodes d'ennui qui sont toujours très complexes à gérer en termes de psychologie, surtout quand on arrive dans une zone de résistance qui est ici très forte, qui est l'ancien top, enfin, qui est en tout cas au-dessus de l'ancien top, mais qui est le haut du précédent top que l'on a fait dans la dernière accélération, où systématiquement, on va avoir les shorters qui vont se mettre en position et qui vont appuyer sur le cours, un petit peu ce que l'on peut voir par exemple sur des actions classiques, mais là c'est exactement le cas sur Bitcoin. On va revoir les clusters de liquidation dans quelques instants, vous allez voir qu'on a quand même des éléments qui sont très intéressants. Ce que j'aimerais bien vous faire faire, c'est un exercice que j'aime faire faire d'ailleurs au groupe privé, qui est justement une inversion du biais que vous avez. C'est-à-dire que là vous avez une vision réelle de ce qui se passe au niveau du cours, mais vous avez de la vision qu'on vous donne. Et si vous inversez tout simplement en faisant la combinaison de touches sur TradingView Alt-I, vous allez voir que le cours va s'inverser. Et maintenant, est-ce que ça change votre vision globale? Pour ceux qui se souviennent, consolidation, manipulation et expansion. Mais par exemple, on pourrait très bien venir chasser les stops. Ici, tout le monde passe bullish, tout le monde est en mode oh là là, nouvelle ATH, to the moon, les altcoins vont se réveiller un petit peu, tout le monde va redevenir assez euphorique. Et au final, ça pourrait juste être une action de prix qui fait que ça, par exemple. Et à ce moment-là, il y a des niveaux à combler que le marché n'a toujours pas comblé, dont cette imbalance. Et à ce moment-là, le prix pourrait retourner dans le range. Ici, pour combler cette inefficience, et là, y aller vraiment, ok. C'est un scénario éventuel. C'est pas impossible, parce qu'en fait, tous ceux qui vont acheter la cassure de l'ATH, là, ils vont foutre leur stop sous ces lots, en fait. Donc, une fois que le marché a pris les stops des vendeurs, s'il s'attaque aux acheteurs, automatiquement, pour moi, le prix viendra ici, sous les 64 500. Mais bon, ça, encore une fois, on a le temps de voir tout ça, on a le temps. Ça se trouve, le prix va être très fort au-dessus du sommet. On va clairement avoir une consolidation, une acceptation du prix, une continuation en direction 80 000, 85 000, 90 000. Ça, on verra bien et c'est ce qu'on souhaite au Bitcoin. Mais voilà, je reste quand même réaliste. Je me dis que généralement, ça m'étonnerait pas ici que tout le monde soit en mode euphorique, bullish, gros levier. Donc voilà, faudrait s'attendre à des pullbacks très probablement. Mais bon, ça, encore une fois, on verra bien. Un graphique très intéressant pour ce bull market également, l'état des mineurs, la réserve des mineurs. Et souvent on a remarqué pendant un bull market que la réserve des mineurs descend puisqu'ils prennent des profits. Et durant un bear market, ça monte comme par exemple ici. Ici on peut voir que depuis 2022, la réserve des mineurs fait que descendre, donc c'est le truc violet là. Et pour l'instant, on a fait un petit pic ici à la hausse, mais ensuite qu'on a directement ravalé à la baisse. Donc pour l'instant, les mineurs continuent de vendre. Ils prennent des profits sur les nouveaux qui achètent, sur les noobs qui achètent, qui n'ont pas acheté durant le bear market. Et c'est normal. Donc si on compare à l'historique, il faudra s'inquiéter si ici on commence à ranger pas mal sur l'action price et que ici sur les mineurs, on commence à monter, accumuler. Ça signifie que les mineurs achètent à nouveau et qui se préparent pour le bear market. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, ils prennent des profits, ils sont contents. On commence avec une superbe étape franchie par le wallet MetaMask et qui est en faveur du gaming blockchain en général. Vraiment, c'est une super nouvelle. MetaMask, je sais pas si vous savez, on en a parlé, je crois, il y a environ un an et demi. MetaMask a grandement investi dans une boîte qui s'appelle Hyperplay, qui est un peu une sorte de Steam version Web3, à savoir qu'en fait, c'est Web3 plus Web2. C'est un catalogue de jeux compatible d'ailleurs aussi avec Epic Games et avec GOG. Vraiment, c'est un chouette truc, c'est un gros truc. Et figurez-vous que MetaMask intègre directement ce catalogue dans MetaMask en tant que tel. Donc ici par exemple, on est sur MetaMask Portfolio, on est sur un de mes comptes, et si on va ici dans Games, le troisième onglet, on retrouve directement le catalogue des jeux. Donc ça, en fait, ça a l'air de rien, mais c'est une étape super importante parce que dites-vous que MetaMask, c'est environ 30 millions d'utilisateurs mensuels. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a potentiellement 30 millions de personnes qui peuvent tomber sur un de ces jeux et donc éventuellement aussi basculer dans le monde du gaming Web3. Et vraiment, en fait, ça facilite grandement les choses. Donc c'est juste incroyable, je trouve. 149 statistiques sur l'intelligence artificielle, le présent et l'avenir de l'intelligence artificielle à portée de main. Alors on va parler des pour et des contre de l'intelligence artificielle. J'ai pas non plus envie que tu crois que c'est un monde merveilleux, etc., etc. Non. Il y a, des choses que tu dois savoir. Bon, déjà, on va commencer par les meilleures statistiques sur l'intelligence artificielle. Alors, on apprend déjà qu'il y a 35% des entreprises qui ont adopter l'intelligence artificielle. Je t'ai parlé d'agents juste avant. Dans les entreprises, c'est là que les agents vont entrer en jeu. C'est là où ils vont pouvoir générer du revenu. Enfin, pas que là,
mais ce sera une façon de gagner de l'argent. 77% des appareils utilisés disposent d'une forme d'intelligence artificielle. Autre chose, 9 organisations sur 10 soutiennent l'intelligence artificielle pour obtenir un avantage concurrentiel. L'intelligence artificielle contribuera à hauteur de 15 700 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. 2030, c'est dans 6 ans. Et c'est encore une fois c'est une des raisons pour laquelle je te dis que l'ASI a un potentiel énorme. 15 700 milliards de dollars. D'ici 2025, l'intelligence artificielle pourrait supprimer 85 millions d'emplois, mais en créer 97 millions de nouveaux, ce qui entraînerait un gain net de 12 millions d'emplois. Là, pour être très honnête avec toi, j'en doute fortement. Je suis curieux de savoir comment il a obtenu ce chiffre, mais bon, je pense qu'il y aura beaucoup plus de pertes que de création. Maintenant, on verra. Et si on a vraiment un gain net de 12 millions d'emplois, moi je signe. Une statistique qui va directement me concerner, je fais partie des 85%. 85% des utilisateurs d'intelligence artificielle utilisent la technologie pour rédiger des articles et créer du contenu. Si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.